La cuisine de Claire sentait encore les épices du dîner qu'elle préparait depuis des heures. Un mélange délicat de thym et de romarin qui embaumait son petit appartement du 7e arrondissement de Lyon. À 29 ans, Claire Moreau venait d'obtenir sa première vraie promotion. Sous-chef dans le restaurant Les Saveurs d'Antan, et elle voulait célébrer cette victoire avec les seules personnes qui comptaient vraiment pour elle, sa mère Sylvie et sa sœur aînée Morgane. Elle avait passé tout l'après-midi à choisir les ingrédients au marché Saint-Antoine, sélectionnant avec soin les légumes les plus frais, les herbes les plus parfumées, imaginant déjà le sourire de sa mère en goûtant son fameux coq au vin revisité avec une pointe d'innovation qui lui était propre. Depuis des années, Claire rêvait de ce moment où elle pourrait enfin partager sa passion culinaire avec sa famille, leur prouver que ses heures passées dans les cuisines bruyantes des restaurants lyonnais, à endurer la chaleur étouffante et les remarques acerbes des chefs, n'avaient pas été vaines. Le téléphone vibra dans sa main moite, tandis qu'elle composait le numéro de sa mère, le cœur battant d'une excitation qu'elle tentait de contenir. 3 sonneries résonnèrent, avant que la voix familière ne décroche, froide et distante dès les premiers mots, comme si Claire l'avait dérangée au milieu d'une occupation importante. « Allô Claire, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu sais que nous regardons notre émission. Maman, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je viens d'être promue sous-chef dans un restaurant prestigieux et j'aimerais vous inviter à dîner samedi soir pour célébrer avec vous et Morgane. J'ai préparé un menu spécial. » Un silence pesant s'installa au bout du fil, lourd de mépris non dit. Puis Claire entendit sa mère soupirer profondément, comme si sa fille venait de lui annoncer une catastrophe, plutôt qu'une réussite qui méritait d'être célébrée en famille. « Écoute Claire, nous n'irons pas à ton dîner avec sa cuisine simple. Nous méritons mieux que ça. Tu sais bien que Morgane et moi, nous avons l'habitude des vrais restaurants, des établissements avec du standing, pas de tes petits plats d'amateurs cuisinés dans ta kitchenette. » En arrière-plan, Claire distingua clairement le ricanement cruel de sa sœur et sa voix moqueuse qui lançait avec une satisfaction évidente. « Une petite promotion qui ne t'emmènera nulle part de toute façon. Tu crois vraiment que tu vas devenir quelqu'un d'important dans ce milieu ?» Les mots la frappèrent comme une gifle brutale, chaque syllabe s'enfonçant dans son cœur comme une lame aiguisée. Claire sentit ses mains trembler. Son cœur se serrait douloureusement dans sa poitrine, tandis que l'excitation pure qu'elle ressentait depuis des jours s'évaporait d'un coup, remplacée par cette douleur familière qu'elle connaissait si bien. Elle qui avait imaginé ce moment des centaines de fois, qui s'était vue racontant ses projets d'avenir, ses rêves de grandeur culinaire, partageant sa joie avec celle qui était censée l'aimer inconditionnellement, elle se retrouvait une fois de plus face au mépris habituel de sa famille. « Je vois », murmura-t-elle d'une voix étranglée par l'émotion. Dans ce cas, passez une excellente soirée. Claire raccrocha sans attendre de réponse et resta immobile quelques longues secondes au milieu de sa cuisine, regardant les ingrédients soigneusement disposés sur le plan de travail, chaque légume choisi avec amour, semblant maintenant la narguer. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, chaque goutte salée portant le poids de toutes ces années d'humiliation répétée, de remarques blessantes qui avaient façonné sa perception d'elle-même. Elle qui pensait naïvement que cette promotion changerait enfin le regard condescendant que sa famille portait sur elle depuis toujours, elle réalisait avec une amertume profonde que rien ne pourrait jamais les convaincre de sa véritable valeur. Lentement, avec des gestes mécaniques et résignés, Claire commença à ranger méthodiquement les légumes dans le réfrigérateur, chaque mouvement accompagné d'une promesse silencieuse mais déterminée qu'elle se faisait à elle-même dans le silence de sa cuisine. Plus jamais elle ne quémanderait pathétiquement leur reconnaissance. Plus jamais elle ne laisserait leur mépris cruel définir sa propre estime et limiter ses ambitions. Quelque chose d'essentiel venait de se briser irrémédiablement en elle ce soir-là, mais quelque chose d'autre, de bien plus fort et infiniment plus déterminé, commençait également à naître des cendres de cette humiliation. Le lendemain matin apporterait peut-être enfin la chance extraordinaire qu'elle attendait depuis si longtemps. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée douloureuse où Claire avait raccroché le téléphone sur les mots cruels de sa famille. 3 mois pendant lesquels elle s'était jetée corps et âme dans son travail aux saveurs d'antan avec une détermination féroce qui impressionnait même les cuisiniers les plus expérimentés. Chaque service était devenu pour elle une bataille personnelle qu'elle menait avec une précision chirurgicale, transformant sa douleur en excellence culinaire, ses larmes en créativité débordante qui ne passait pas inaperçue. Henri Dubois,
Le chef propriétaire de l'établissement observait depuis plusieurs semaines cette métamorphose extraordinaire chez sa nouvelle sous-chef. Cet homme de 55 ans, au tempérament généralement bourru et aux critiques redoutables, se surprenait à découvrir chez Claire une âme d'artiste qu'il n'avait jamais soupçonnée auparavant. Ses plats débordaient désormais d'une émotion palpable qui touchait directement les clients. Ses associations de saveurs révélaient une intuition rare dans le milieu culinaire professionnel. Ce soir-là, après un service particulièrement intense, où Claire avait brillé par son sang-froid et sa créativité face à une table de critiques gastronomiques parisiens exigeants, Henri l'invita à s'asseoir avec lui dans la petite salle privée du restaurant. Les derniers clients étaient partis depuis longtemps. L'équipe avait terminé le nettoyage, et seules quelques bougies éclairaient encore l'atmosphère feutrée de l'établissement endormi. « Claire, j'ai reçu un appel inhabituel aujourd'hui », commença Henri en versant 2 verres de cognac, ses yeux pétillants d'une excitation qu'elle ne lui connaissait pas. Les producteurs de l'émission, les grands chefs de demain, recherchent activement de jeunes talents pour leur nouvelle saison. Ils m'ont contacté directement pour me demander si j'avais quelqu'un d'exceptionnel à leur recommander. Claire sentit son cœur s'accélérer brutalement dans sa poitrine, ses mains devenant moites autour du verre de cristal. Cette émission, elle la regardait religieusement chaque semaine depuis des années, rêvant secrètement de pouvoir un jour fouler les plateaux parisiens où se jouaient les destins culinaires les plus prometteurs de France. « Je leur ai immédiatement parlé de vous », continua Henri avec un sourire paternel qui contrastait avec sa rudesse habituelle. « Votre évolution ces derniers mois a été spectaculaire, Claire. Vous avez développé une signature culinaire unique, une capacité à transmettre des émotions à travers vos créations que je n'ai vues que chez les plus grands chefs de ma carrière. » Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Claire. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, mêlées d'incrédulité. Elle qui avait passé sa vie entière à quémander la reconnaissance de sa propre famille sans jamais l'obtenir, voilà qu'un chef respecté lui offrait sur un plateau d'argent l'opportunité de sa vie. Mais Henri, vous croyez vraiment que j'ai le niveau pour une émission d'une telle envergure? Ces candidats viennent tous d'écoles prestigieuses. Ils ont des expériences internationales que je n'ai jamais eues. Henri posa sa main rugueuse sur celle de Claire, son regard devenant grave et pénétrant. Écoutez-moi bien, petite. J'ai vu défiler des centaines de cuisiniers dans ma carrière, certains sortis des meilleures écoles du monde, d'autres bardés de diplômes impressionnants. Mais vous avez quelque chose qu'aucune école ne peut enseigner, une âme qui transparaît dans chacun de vos plats. Ne laissez personne vous convaincre que vous n'êtes pas assez, surtout pas votre famille qui n'a jamais su reconnaître votre valeur. Cette nuit-là, Claire rentra chez elle le cœur battant d'une espérance nouvelle, contemplant les lumières scintillantes de Lyon depuis sa petite fenêtre du 7e étage. Les mots de sa mère résonnaient encore dans sa mémoire, comme un écho douloureux, mais pour la première fois depuis des mois, ils étaient couverts par une voix plus forte, celle d'Henri qui croyait en elle. Dans le silence de son appartement, elle prit la décision qui allait changer le cours de sa destinée. Le lendemain matin, elle appellerait les producteurs de l'émission. Le train à grande vitesse filait à travers la campagne française, tandis que Claire contemplait nerveusement le paysage qui défilait derrière la vitre, ses mains crispées sur sa mallette contenant ses couteaux personnels et quelques épices rares qu'elle avait soigneusement sélectionnées. Paris se rapprochait inexorablement. Et avec cette ville lumière, l'opportunité la plus terrifiante et la plus excitante de toute sa carrière culinaire. Les studios de l'émission, les grands chefs de demain, l'attendaient dans le 15e arrondissement, dans un complexe ultramoderne qu'elle n'avait vu qu'à la télévision. Arrivée sur place, Claire fut immédiatement frappée par l'atmosphère électrique qui régnait dans les couloirs feutrés du bâtiment. Partout autour d'elle évoluaient des candidats à l'allure assurée, certains exhibant fièrement leur tenue de chef brodée au nom d'établissements prestigieux, d'autres discutant avec aisance de leurs expériences dans des restaurants étoilés de Londres, New York ou Tokyo. Elle se sentit soudain ridiculement petite dans sa veste de cuisine, simple achetée dans une boutique lyonnaise de matériel professionnel. Dans la salle d'attente moderne aux murs immaculés, elle croisa le regard d'un jeune homme brun aux yeux verts, pétillant, qui lui adressa un sourire chaleureux et rassurant. Il semblait aussi nerveux qu'elle, manipulant nerveusement sa trousse à ustensiles, tout en observant discrètement la concurrence impressionnante qui les entourait. Luca Martino, chef pâtissier,
se présenta-t-il en lui tendant une main légèrement tremblante. « Et vous devez être Claire, celle dont Henri Dubois ne tarit pas d'éloges. Il m'a appelé personnellement hier pour me parler de votre talent exceptionnel. » Cette attention inattendue réchauffa instantanément le cœur de Claire, qui réalisa qu'Henri avait non seulement cru en elle, mais qu'il avait également pris la peine de la recommander auprès d'autres professionnels. Cette marque de confiance lui donna le courage nécessaire pour affronter l'épreuve qui l'attendait. Quand son nom résonna enfin dans les haut-parleurs, Claire pénétra dans le studio de tournage avec une détermination nouvelle. L'immense cuisine d'épreuves s'étendait devant elle, équipée des technologies les plus avancées, surveillée par une batterie de caméras imposante et dominée par le jury redoutable, composé de 3 figures légendaires de la gastronomie française. Au centre trônait Isabelle Moreau, cette femme de 60 ans au regard perçant, première femme chef à avoir obtenu 3 étoiles Michelin en France. Vous avez 2 heures pour nous présenter un plat qui raconte votre histoire personnelle, annonça Isabelle d'une voix claire qui résonna dans le silence tendu du plateau. Nous voulons comprendre qui vous êtes à travers votre cuisine, découvrir votre âme culinaire authentique. Claire ferma les yeux quelques secondes, laissant remonter à sa mémoire les souvenirs de son enfance passée dans la cuisine modeste de sa grand-mère Élisabeth, cette femme généreuse qui l'avait initiée au secret de la cuisine traditionnelle lyonnaise. Elle se rappela ces dimanches merveilleux où elles préparaient ensemble des quenelles de brochet, ces moments de complicité pure où sa grand-mère lui murmurait que la cuisine était avant tout une affaire de cœur et d'âme. Inspirée par cette évocation émotionnelle, Claire se lança dans la préparation d'une recette audacieuse. Des quenelles de brochet revisitées, accompagnées d'une sauce nantois moderne, infusée aux herbes fraîches de Provence et servie sur un lit de légumes racines confits qu'elle disposa avec une élégance artistique sur des assiettes d'un blanc immaculé. Chaque geste était empreint d'une grâce naturelle, chaque assaisonnement dosé avec une précision intuitive qui fascinait les caméramens. Quand elle présenta finalement son plat aux juges, leurs visages initialement impassibles se transformèrent progressivement. Isabelle Moreau, après avoir goûté délicatement la première bouchée, ferma les yeux quelques secondes avant de les rouvrir avec une lueur d'admiration sincère. « Mademoiselle Claire, vous avez réussi quelque chose de remarquable aujourd'hui », déclara-t-elle avec une émotion contenue dans la voix. Ce plat raconte effectivement une histoire. Il révèle une technique irréprochable au service d'une émotion authentique. Vous avez une âme, et c'est extrêmement rare dans notre profession. Le cœur de Claire explosa littéralement de joie dans sa poitrine quand les juges annoncèrent sa sélection parmi les 12 candidats finalistes de l'émission. En sortant du studio, encore étourdie par cette victoire inespérée, elle croisa à nouveau Lucas qui l'attendait dans le couloir avec un sourire radieux. « Félicitations, Henri avait raison, vous êtes vraiment extraordinaire. » Dans le train qui la ramenait vers Lyon, Claire contemplait le paysage qui défilait à nouveau, mais cette fois son cœur débordait d'une euphorie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le déménagement temporaire à Paris s'était fait dans une excitation mêlée d'appréhension que Claire n'avait jamais ressentie auparavant. Les producteurs avaient logé tous les candidats dans une résidence moderne de Boulogne-Billancourt et le hasard avait voulu qu'elle partage un appartement de 2 pièces avec Lucas, ce chef pâtissier aux yeux verts qui l'avait tant rassuré lors des auditions. Leur cohabitation s'était naturellement organisée autour de leurs horaires de tournage décalés et de longues soirées passées à discuter de leurs rêves culinaires, assis sur le petit balcon qui donnait sur la scène scintillante. Claire découvrait avec émerveillement les coulisses de cette émission qu'elle regardait religieusement depuis des années. Les défis se succédaient à un rythme effréné, chaque épreuve plus exigeante que la précédente, testant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur capacité à gérer une pression psychologique intense sous l'œil impitoyable des caméras. Entre les enregistrements, elle se réfugiait dans ses conversations nocturnes avec Lucas qui devenait progressivement plus intime, plus personnel. Un soir, alors qu'ils préparaient ensemble un dîner improvisé dans leur kitchenette minuscule, Lucas lui raconta son enfance dans une famille de boulangers marseillais où l'amour se transmettait naturellement à travers les gestes quotidiens, les conseils bienveillants et les encouragements constants. Ses parents, Pierre et Martine, l'avaient suivi jusqu'à Paris pour assister au premier enregistrement, débordant de fierté et d'émotion face à la réussite de leur fils unique. « Ma mère m'appelle tous les soirs pour prendre de mes nouvelles », confia Lucas en souriant tendrement. « Elle s'inquiète que je ne mange pas assez, que le stress me fasse maigrir.
Mes parents ont toujours été mon premier public, mes premiers supporters inconditionnels. Cette révélation toucha Claire au plus profond de son être, lui faisant prendre conscience avec une acuité douloureuse de l'abîme qui séparait leurs deux univers familiaux. Elle réalisa à cet instant précis à quel point la toxicité de sa propre famille l'avait façonnée, à quel point elle avait intériorisé leurs critiques destructrices comme des vérités absolues sur sa valeur personnelle. Pendant ce temps, à Lyon, les appels de sa mère et de sa sœur se multipliaient sur son répondeur avec une insistance qui frisait le harcèlement. Sylvie lui laissait des messages de plus en plus agacés où perçait une irritation grandissante face au silence obstiné de sa fille. « Claire, tu nous ignores maintenant que tu te crois importante ? Tu participes à une petite émission de cuisine et tu oublies d'où tu viens ? Rappelle-nous, on commence à s'inquiéter de tes nouvelles lubies parisiennes. » Morgane, quant à elle, alternait entre fausse sollicitude et remarques perfides. « Maman se fait du souci pour toi. On espère que tu ne vas pas te ridiculiser à la télévision. Tu sais comme ces émissions peuvent être cruelles avec les candidats qui n'ont pas le niveau. » Claire écoutait ces messages avec un détachement croissant, chaque phrase venimeuse, perdant progressivement de son pouvoir destructeur. Pour la première fois de sa vie, elle mesurait objectivement la différence entre l'amour authentique que Lucas recevait de ses parents et la manipulation toxique que sa famille exerçait sur elle depuis des années. Un soir particulièrement difficile, après avoir échoué de peu dans une épreuve technique complexe, Claire s'effondra sur le canapé de leur petit salon, épuisée par la pression constante et les doutes qui l'assaillaient. Lucas s'installa naturellement à côté d'elle, passant un bras réconfortant autour de ses épaules frémissantes. « Tu sais, Claire, depuis que je te connais, j'ai compris quelque chose d'important. » murmura-t-il avec une douceur qui la bouleversa. « Ta famille t'a fait croire que tu devais mériter l'amour, que tu devais prouver ta valeur en permanence. Mais l'amour véritable n'a pas de conditions, il existe simplement parce que tu existes. » Cette nuit-là, serrée contre Lucas dans la pénombre de leur salon improvisé, Claire prit une décision silencieuse mais définitive. Elle effaça tous les messages de sa famille sans les écouter entièrement et se concentra exclusivement sur les défis culinaires qui l'attendaient, nourrissant cette relation naissante qui lui apportait enfin la sérénité qu'elle avait toujours cherchée. Les liens du sang n'étaient peut-être pas aussi sacrés qu'on voulait bien le faire croire. Les semaines s'enchaînaient dans un tourbillon d'épreuves de plus en plus exigeantes, et Claire découvrait avec stupéfaction qu'elle excellait dans cet univers de haute pression, où beaucoup de ses concurrents s'effondraient, les uns après les autres. Chaque défi culinaire révélait une facette nouvelle de son talent, une capacité d'adaptation et d'innovation qui impressionnait même les juges les plus sévères. Sa créativité semblait décuplée par l'éloignement de sa famille toxique, comme si la distance géographique avait libéré des ressources créatives longtemps réprimées par leurs critiques incessantes. Dans l'appartement de Boulogne-Billancourt qu'elle partageait avec Lucas, leur complicité évoluait naturellement vers quelque chose de plus profond et de plus tendre. Ils avaient pris l'habitude de débriefer ensemble chaque épreuve, analysant les techniques utilisées, partageant leurs impressions sur les autres candidats, tout en découvrant progressivement les blessures secrètes qui les avaient façonnés. Sofia, une chef italienne pétillante de 32 ans, originaire de Bologne, s'était rapidement jointe à leur petit groupe, apportant sa joie de vivre méditerranéenne et ses histoires savoureuses de sa nonna, qui cuisinait pour 20 personnes chaque dimanche. « Vous savez ce qui me fascine chez vous deux ?» leur confia Sofia un soir, en dégustant un tiramisu improvisé qu'elle avait préparé avec les maigres ingrédients de leur kitchenette. « Vous vous complétez parfaitement. Claire, tu as cette intensité émotionnelle qui transcende tes plats, et toi, Lucas, tu apportes cette douceur technique qui sublime chaque création. Ensemble, vous formeriez une équipe redoutable. » Ces paroles résonnèrent profondément dans le cœur de Claire, qui réalisa qu'elle n'avait jamais envisagé l'amour comme une collaboration créative, une synergie entre deux êtres qui se révèlent mutuellement. Avec Lucas, elle découvrait cette dimension nouvelle des relations humaines, où l'autre vous élève au lieu de vous rabaisser, où la réussite de l'un nourrit celle de l'autre, au lieu de susciter jalousie et compétition. Les épisodes commençaient à être diffusés sur France 2, et l'accueil du public dépassait toutes les espérances des producteurs. Claire recevait des centaines de messages d'encouragement sur les réseaux sociaux, des témoignages touchants de téléspectatrices qui se reconnaissaient dans son parcours de femme déterminée à s'affranchir des limitations qu'on avait voulu lui imposer.
La presse culinaire spécialisée commençait également à s'intéresser à cette candidate atypique venue de Lyon, saluant son approche authentique de la gastronomie française traditionnelle revisitée avec modernité. Henri appelait régulièrement Claire pour lui donner des nouvelles du restaurant et partager sa fierté de voir son ancienne sous-chef briller sous les projecteurs nationaux. « Les clients n'arrêtent pas de parler de vous, petite », lui confiait-il avec une émotion palpable dans la voix. « Votre table près de la fenêtre est devenue une attraction touristique. Tout le monde veut s'asseoir à la place où mangeait la future star de la cuisine française. » Ces marques de reconnaissance nourrissaient la confiance grandissante de Claire, qui se surprenait à envisager un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques mois auparavant. Mais le plus précieux restait ces moments volés avec Lucas, quand ils se retrouvaient seuls sur leur petit balcon après les journées épuisantes de tournage. Leurs conversations s'approfondissaient chaque soir, leur silence devenait complice, leurs regards se chargeaient d'une tendresse qui n'échappait à personne autour d'eux. Un soir où la fatigue et le stress avaient eu raison de ses dernières résistances, Claire s'effondra en larmes dans les bras de Lucas après une épreuve particulièrement éprouvante où elle avait failli être éliminée. Il la serra contre lui avec une douceur infinie, caressant ses cheveux emmêlés tout en murmurant des mots apaisants qui guérissaient ses blessures les plus anciennes. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi dans cette aventure », avoua-t-elle dans un souffle, le visage enfoui dans le creux de son épaule. « Tu n'auras jamais à le découvrir », répondit-il, en déposant un baiser tendre sur son front. « Nous sommes une équipe maintenant, pour le meilleur et pour le pire. » Cette nuit-là, Claire s'endormit avec la certitude qu'elle avait enfin trouvé sa famille, celle qu'on choisit et qui vous choisit en retour. Le plateau de télévision baignait dans une lumière dorée artificielle, quand Claire présenta son menu final, une symphonie culinaire qui racontait son parcours depuis les humbles quenelles de son enfance jusqu'à cette création avant-gardiste qui faisait vibrer les papilles des juges. Son plat principal, un loup de mer en croûte d'herbe de Provence, accompagné d'un risotto aux cèpes revisité et d'une émulsion de beurre blanc à l'estragon, avait provoqué un silence religieux autour de la table du jury. Isabelle Moreau avait fermé les yeux en dégustant, hochant imperceptiblement la tête avec cette expression de ravissement pur qu'elle réservait aux créations exceptionnelles. « Mesdames et messieurs, nous avons notre gagnante de cette saison des grands chefs de demain », avait annoncé le présentateur, tandis que Claire s'effondrait en larmes dans les bras de Lucas, incapable de réaliser l'ampleur de sa victoire. Les flashs crépitaient autour d'eux. Les caméras immortalisaient ce moment de triomphe absolu qui marquait la fin d'un long chemin semé d'embûches et de doutes. 48 heures après cette soirée mémorable, la France entière découvrait le visage radieux de Claire en couverture du magazine national Saveurs and Talents, avec un titre qui faisait sensation dans tous les kiosques du pays. Claire, le phénomène culinaire qui enflamme la France. Portrait d'une chef prodige venue de nulle part. L'article de 8 pages retraçait son parcours atypique, depuis ses débuts modestes comme aide cuisinière dans un bistrot lyonnais jusqu'à cette consécration télévisuelle qui ouvrait toutes les portes du milieu gastronomique français. Les réseaux sociaux s'enflammaient pour cette jeune femme authentique qui incarnait parfaitement le rêve français de l'ascension sociale par le mérite et la persévérance. Son compte Instagram, pratiquement inexistant quelques semaines auparavant, explosait avec des centaines de milliers d'abonnés qui partageaient massivement ses photos et commentaient avec enthousiasme chacune de ses publications. Les hashtags #TeamClaire et Chef Claire Trending Topic sur Twitter, accompagnés de témoignages émouvants de téléspectateurs qui se reconnaissaient dans son histoire de résilience familiale. France 3, Rhône-Alpes produisit un reportage spécial de 20 minutes intitulé « Claire, la fierté lyonnaise qui conquiert Paris », diffusé aux heures de grande écoute et rediffusé plusieurs fois dans la semaine. Les journalistes avaient reconstitué son parcours en interrogeant Henri, ses anciens collègues du restaurant et même quelques clients qui se souvenaient de ses plats remarquables. L'émission montrait également des images de Lyon, sa ville natale, où les habitants exprimaient leur fierté de voir une des leurs briller sur la scène nationale. Pendant ce temps, à Villefranche-sur-Saône, dans la petite maison bourgeoise où vivaient Sylvie et Morgane, l'atmosphère était devenue particulièrement tendue depuis la diffusion de l'émission. Les voisines ne manquaient jamais une occasion d'aborder le sujet avec des sourires en coin et des remarques apparemment innocentes, mais terriblement embarrassantes. « Alors Sylvie, vous ne nous aviez jamais dit que votre Claire était une célébrité.
On l'a vue hier soir à la télévision, elle était magnifique dans sa veste de chef. Vous devez être tellement fière de votre fille. » Madame Dubois, la pharmacienne du village, ne résistait jamais au plaisir de montrer le magazine à tous ses clients. « Regardez donc, c'est la fille de Sylvie Martin. Qui l'aurait cru ? Elle qui nous disait toujours que Claire perdait son temps dans ses casseroles. » Au bureau de la mairie où travaillait Morgane comme secrétaire administrative, ses collègues ne parlaient plus que de ça. Sandra, sa supérieure hiérarchique, avait même affiché l'article du magazine sur le panneau d'information du personnel avec une note manuscrite « Félicitations à Morgane pour le succès exceptionnel de sa sœur ». L'humiliation était totale et publique. Sylvie ne pouvait plus sortir faire ses courses sans croiser quelqu'un qui évoquait Claire, ne pouvait plus participer à ses réunions de bridge hebdomadaires sans subir les commentaires admiratifs de ses amis sur cette fille extraordinaire qu'elle avait si bien élevée. Le paroxysme fut atteint quand le journal local Le Progrès sollicita une interview de la famille pour un article sur les proches de la nouvelle star culinaire française. Face à l'insistance du journaliste, Sylvie finit par accepter, donnant une interview maladroite où elle tentait désespérément de s'approprier le mérite de la réussite de sa fille. Ce soir-là, dans leur appartement parisien, Claire découvrait avec stupéfaction cette interview surréaliste sur son téléphone, ses mains tremblant légèrement en lisant les déclarations de sa mère. Le téléphone de Claire vibrait de manière incessante, depuis qu'elle avait découvert l'interview scandaleuse de sa mère dans Le Progrès. 70 appels manqués en une seule journée, une avalanche de notifications qui transformait son smartphone en instrument de torture psychologique. Chaque sonnerie la faisait sursauter. Chaque vibration ravivait cette anxiété familière qu'elle croyait avoir définitivement enterrée sous les applaudissements et la reconnaissance professionnelle. Les messages vocaux s'accumulaient dans sa boîte, formant un crescendo pathétique d'excuses larmoyantes, de justifications bancales et de reproches culpabilisants qui révélaient toute la manipulation toxique que sa famille exerçait sur elle depuis des années. « Claire, ma chérie, c'est maman. Je sais que tu es fâchée contre nous, mais rappelle-moi s'il te plaît. J'ai été stupide, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu me manques tellement, ma petite fille. Je n'arrive plus à dormir depuis que tu ne nous donnes plus de nouvelles. » Sa voix tremblait d'émotions artificielles, ces larmes de crocodile que Claire connaissait si bien et qu'il avait si souvent fait culpabiliser par le passé. Mais d'autres messages révélaient rapidement le véritable visage de Sylvie. « Bon, Claire, maintenant ça suffit. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Toute la ville parle de toi et nous. On passe pour des imbéciles qui ne savent même pas ce que fait leur propre fille. Tu nous dois au moins une explication. » Morgane, quant à elle, alternait entre fausse humilité et reproches perfides avec un talent consommé pour la manipulation émotionnelle. « Claire, c'est Morgane. Écoute, je sais qu'on a dit des trucs pas sympas, mais tu sais bien comme maman et moi, on dit parfois n'importe quoi quand on est stressé. Au fond de nous, on a toujours su que tu deviendrais quelqu'un d'exceptionnel. Tu nous connais, on est maladroite pour exprimer nos sentiments. » Puis, dans un message suivant, le masque tombait complètement. « Franchement, Claire, tu exagères. On est une famille. On doit se serrer les coudes maintenant que tu as réussi. Pense un peu à nous. On se fait humilier publiquement à cause de ton silence. Mes collègues me posent des questions embarrassantes tous les jours. » Lucas observait Claire avec une inquiétude grandissante, tandis qu'elle écoutait ces messages toxiques, son visage se fermant progressivement, ses épaules se voûtant sous le poids familier de la culpabilité savamment distillée. Il connaissait désormais suffisamment bien la psychologie de sa compagne pour déceler les signes avant-coureurs de ces effondrements émotionnels qui la terrassaient régulièrement. « Claire, arrête de t'infliger ça », murmura-t-il en lui prenant délicatement le téléphone des mains. Ces messages sont du poison pur. Elles n'ont pas changé. Elles veulent juste récupérer une place dans ta gloire. Mais le pire survint quand Claire découvrit que sa mère avait également donné une deuxième interview, cette fois à France Bleu, où elle s'appropriait complètement le mérite de la réussite de sa fille avec un culot sidérant. J'ai toujours encouragé Claire dans sa passion culinaire. Dès son plus jeune âge, je voyais qu'elle avait un don exceptionnel. Nous sommes une famille très soudée, très complice. Claire me téléphone tous les jours pour me demander conseil. C'est moi qui lui ai transmis l'amour de la cuisine traditionnelle française. L'interview se terminait par une phrase qui acheva de briser le cœur de Claire. Nous organisons bientôt une grande fête familiale pour célébrer sa victoire.
Claire a hâte de revenir à la maison pour partager ce bonheur avec nous tous. Sophia, qui était venue leur rendre visite dans leur appartement, découvrait avec stupéfaction ce déferlement de manipulation familiale. Issue d'une famille italienne aimante, mais parfois envahissante, elle mesurait pour la première fois l'étendue des dégâts psychologiques que pouvait causer une famille véritablement toxique. Madonna mia. Mais comment elles osent mentir comme ça publiquement ? S'indigna-t-elle en relisant l'interview sur son téléphone. En Italie, on dit que la familia est sacra. Mais là, c'est de la pure manipulation. Cette nuit-là, Claire s'effondra complètement dans les bras de Luca, libérant des sanglots qu'elle retenait depuis des jours. Toute la confiance patiemment reconstruite, toute cette estime de soi si chèrement acquise, semblait se fissurer sous l'assaut renouvelé de la culpabilisation familiale. Je ne sais plus quoi faire, Luca. Peut-être qu'elles ont raison, peut-être que je leur dois quelque chose. Après tout, elles m'ont élevée. Non, Claire, répondit-il fermement en caressant ses cheveux. Tu ne leur dois rien du tout. L'amour ne se mérite pas. Ils se donnent librement. Ce qu'elles font, ce n'est pas de l'amour. Après 3 jours de réflexion intense dans l'appartement parisien où Luca et Sophia l'avaient entouré de leur soutien inconditionnel, Claire prit finalement la décision d'affronter sa famille, mais à ses conditions strictes. Elle accepta de les rencontrer, non pas dans l'intimité de leur maison où elle se sentait toujours vulnérable et manipulée, mais dans un lieu public neutre, le café, le Central, sur la place Bellecour à Lyon, un territoire où elle pourrait garder le contrôle de la situation. Sylvie et Morgane arrivèrent en avance, s'installant nerveusement à une table près de la fenêtre, répétant mentalement leurs excuses et leurs justifications comme des actrices préparant une représentation cruciale. Elles avaient choisi leur tenue avec soin, adoptant des expressions de circonstance mêlant humilité feinte et espoir calculé de réconciliation. Quand Claire poussa la porte du café à 15 heures précises, sa mère et sa sœur eurent un choc en découvrant la transformation radicale qui s'était opérée chez elle. Cette jeune femme élégante qui s'avançait vers elle avec une assurance tranquille n'avait plus rien à voir avec la Claire soumise et inquiète qu'elles avaient toujours connue. Ses vêtements de créateur, son port de tête altier, son regard direct et déterminé, témoignaient d'une métamorphose profonde qui les déstabilisa immédiatement. « Bonjour maman, bonjour Morgane », dit Claire en s'asseyant face à elle sans leur faire la bise habituelle, un geste qui marquait symboliquement la distance qu'elle avait décidé d'instaurer. « Ma chérie, tu es magnifique !» s'empressa de dire Sylvie avec un enthousiasme forcé qui sonnait faux. « Nous sommes tellement fiers de toi, tu ne peux pas imaginer. Toute la ville parle de notre Claire nationale. »« Vraiment ?» répliqua Claire avec un sourire glacial. « C'est étonnant, car il me semblait que ma cuisine était trop simple pour vous, que ma promotion ne m'emmènerait nulle part. Ma mémoire me joue peut-être des tours. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Morgane se racla la gorge nerveusement avant de tenter une justification pathétique. « Écoute Claire, tu sais bien comme on est, maman et moi. On dit parfois des choses qu'on ne pense pas vraiment. On était inquiète pour toi. On voulait te protéger des déceptions. Dans ce milieu cruel de la restauration, on ne voulait pas que tu souffres. Me protéger ?» Claire éclata d'un rire amer qui résonna dans le café. « Vous m'avez passé ma vie entière à me faire comprendre que je n'étais pas assez bien, que mes rêves étaient ridicules, que mes ambitions étaient démesurées. Et maintenant que j'ai réussi malgré vous, vous voulez vous approprier mon succès ?» Sylvie tenta de reprendre le contrôle de la situation avec ses techniques de manipulation habituelles. « Claire, ma chérie, tu dramatises. Nous t'avons toujours soutenue. Nous avons simplement été maladroites dans nos façons de l'exprimer. Tu sais bien que l'amour maternel n'a pas de mode d'emploi. Nous voulons juste retrouver notre fille, reprendre notre place dans ta nouvelle vie. » « Votre place ?» Claire se pencha vers elle, ses yeux brillants d'une colère froide et déterminée. « Permettez-moi de vous rappeler quelques souvenirs précis. Mon 15e anniversaire que vous avez oublié parce que vous étiez trop occupé à organiser la fête de Morgane. Ma remise de diplôme de cuisine où vous n'êtes pas venu parce que ce n'était qu'une école technique sans importance. Mes premières victoires professionnelles que vous avez systématiquement minimisées. » Les 2 femmes se tassèrent sur leurs chaises, déstabilisées par cette précision implacable qui révélait l'étendue de leur négligence passée. Morgane tenta une dernière manœuvre de diversion. « Tu nous en veux pour quelques mots malheureux ? Nous sommes une famille, Claire. Le sang, ça compte.
Tu ne peux pas nous rejeter pour si peu. » Claire se leva lentement, sortit un billet de 20 € qu'elle posa sur la table avec une élégance hautaine qui marquait symboliquement la fin de cette mascarade. Le sang ne signifie rien quand il n'est pas accompagné de respect, d'amour véritable et de soutien inconditionnel. Vous m'avez ignoré pendant des années, humilié publiquement, saboté dans mes moments de doute. Maintenant que j'existe médiatiquement, vous voulez une place dans ma vie ? Elle enfila son manteau de cachemire avec une grâce théâtrale qui soulignait son nouveau statut social. Si vous voulez vraiment être dans ma vie, vous devrez me prouver que vous avez changé. Pas par des mots, pas par des larmes de crocodile, mais par des actes concrets et durables. Jusqu'à preuve du contraire, je considère que ma vraie famille, c'est celle qui m'a choisie et que j'ai choisie en retour. Sur ces mots définitifs, Claire quitta le café sans se retourner, laissant derrière elle 2 femmes abasourdies qui réalisaient enfin qu'elles avaient perdu définitivement leur pouvoir de manipulation sur cette fille qu'elles avaient trop longtemps sous-estimée. 6 mois après cette confrontation libératrice dans le café lyonnais, Claire contemplait avec une émotion profonde la salle bondée de son restaurant Racine, niché dans les ruelles pittoresques de la Croix-Rousse. Ce soir d'inauguration officielle marquait l'aboutissement d'un rêve qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute, la concrétisation de cette vision qui l'habitait depuis l'enfance. Créer un lieu où la cuisine deviendrait un véritable langage universel de l'émotion et du partage. L'établissement affichait complet pour les 3 premiers mois, témoignage de l'engouement suscité par cette jeune chef dont le parcours télévisuel avait touché le cœur de la France entière. Lucas, désormais son associé en affaires et compagnon de vie, avait créé une carte de dessert sublime qui complétait parfaitement sa cuisine d'inspiration traditionnelle revisitée avec une modernité respectueuse. Ensemble, ils formaient cette équipe harmonieuse que Sophia avait pressentie dès leur premier pas dans l'émission. Henri trônait fièrement à la table d'honneur, entouré de toute l'équipe de Les Saveurs d'antan, qui avait fait le déplacement depuis le centre-ville pour célébrer celle qu'ils considéraient désormais comme leur ambassadrice de prestige. Le visage buriné du vieux chef rayonnait d'une satisfaction paternelle en observant sa protégée évoluer avec grâce entre les tables, accueillant chaque convive avec cette chaleur authentique qui caractérisait sa personnalité. « Regardez-la donc », murmurait-il à ses employés émus. « Notre petite Claire a trouvé sa voie. Elle cuisine avec son cœur, et ça se ressent dans chaque bouchée. » Isabelle Moreau, la redoutable juge de l'émission, était venue spécialement de Paris pour cette soirée exceptionnelle, honneur rare qu'elle réservait aux talents les plus prometteurs. Sophia avait également fait le voyage depuis Bologne avec ses parents, apportant cette joie de vivre méditerranéenne qui réchauffait instantanément l'atmosphère. Vers 22h, alors que les conversations se faisaient plus intimistes et que l'éclairage tamisé créait cette ambiance feutrée propice aux confidences, Claire aperçut 2 silhouettes familières près de l'entrée. Sylvie et Morgane se tenaient là, discrètes et hésitantes, n'osant pas s'approcher davantage, leur visage marqué par une humilité nouvelle qui contrastait avec leur arrogance passée. Elles étaient venues sans invitation, portant des tenues simples qui témoignaient d'une modestie inhabituelle chez elles, espérant peut-être qu'un geste de réconciliation pourrait naître de cette soirée de triomphe. Leur regard trahissait un mélange complexe de regrets sincères, d'admiration tardive et de nostalgie pour une relation qu'elles avaient elles-mêmes sabotée par leurs années de mépris et d'indifférence. Claire s'approcha d'elle avec cette sérénité nouvelle qui l'habitait depuis qu'elle avait appris à définir ses propres limites relationnelles. Elle les salua poliment, sans froideur excessive mais sans chaleur particulière non plus, maintenant cette distance respectueuse qu'elle avait instaurée pour protéger son équilibre psychologique. « Bonsoir maman, bonsoir Morgane, merci d'être venue. Claire, ma chérie, ton restaurant est magnifique, » balbutia Sylvie avec une sincérité touchante. Nous sommes vraiment désolés pour tout ce qui s'est passé. J'espère que vous comprendrez que ma priorité ce soir, ce sont les personnes qui m'ont soutenue dans l'ombre pendant toutes ces années difficiles, répondit Claire avec une fermeté bienveillante. Peut-être qu'un jour, nous pourrons construire quelque chose de nouveau ensemble, mais cela prendra du temps et de la patience. Elle retourna naturellement vers ses convives, vers cette famille choisie qui l'entourait de son amour inconditionnel. Lucas lui prit la main avec une tendresse infinie, tandis qu'ils contemplaient ensemble cette salle pleine de rires authentiques, de conversations passionnées et de bonheur partagé. En regardant tous ces visages souriants illuminés par la lumière dorée des bougies,
Claire réalisa avec une paix profonde qu'elle avait enfin trouvé sa véritable place dans le monde. Non pas celle qu'on lui avait assignée par accident de naissance, mais celle qu'elle s'était construite pierre après pierre, épreuve après épreuve, avec cette détermination silencieuse qui sommeille en chacun de nous. Elle était enfin rentrée chez elle. What am I doing wrong? What am I doing wrong here? Why do I just have glowberries and not the... Is it because it has to be on, like, wood or something? Or... Bro, there's fucking thornberries everywhere. Like, what? Okay. And that just wasted one, because it didn't... Okay. I don't know. I don't know. There's no vines, though. There's literally none. There's just... Okay, let's go find a jungle then. I want, like, mossy carpet and stuff like that, and, like, you know? Cutie stuff. Like, this drip leaf is cute. I want that for the front of my house. But I don't want to take everything from the greenhouse. Like, then the greenhouse is gonna look ugly. Yeah. It looks really cool, though, Tom. Only a couple more levels, then he'll actually be his full evolution. Yeah. Nice. It is addicting as fuck. I'm kind of obsessed. I still have to pee, by the way. I just don't want... I'm really not gonna get up. Go pee and then we'll go look for the jungle. Fine. Fine, fine, fine. Where did I put that? Oh, it's in here. No, it's not. Where did I put it? What the what? Do you want this Pokemug or what? Yeah. Come here and get it then. Where is it? Here. Thank you. Okay, hopefully that grows fast. Bless you. Excuse me. Thank you. Okay, I'm gonna go pee now. I'll be back. Alright, Chad, time for me to go steal all of her diamonds.